Si un inconnu entre dans la maison, le robot m'appelle. Ça sonne comme ça. Si je veux, je peux faire bouger le robot via mon téléphone portable. Comme ça, je peux savoir s'il y a quelqu'un. Je peux même changer la position de la caméra. Si je vois qu'il y a un cambrioleur qui s'introduit dans le cabinet, je peux lui parler directement. Fous le camp! Qu'est-ce que tu fais, voleur? Va-t'en, connard! Je n'ai jamais fait de cambriolage, mais j'imagine que les gens qui entrent, quand c'est vraiment silencieux, j'imagine que s'il y a du bruit, tout d'un coup, ils sont surpris et ils prennent la fuite. Donc, comme ça, on peut éviter un cambriolage. Aujourd'hui, dans le sud du pays, certains centres commerciaux utilisent déjà des robots comme agents de relations publiques. Les enfants qui ont la carte de fidélité de ce magasin peuvent même dialoguer avec lui. Travailleur infatigable, cet agent du troisième type est un peu l'employé modèle. En 2025, les robots pourraient occuper 3 500 000 postes au Japon. À l'origine de cette révolution, de jeunes cerveaux comme ces as de l'électromécanique, toujours à la recherche de nouvelles trouvailles. Régulièrement, ils confrontent leurs créatures dans des combats de robots. Mais d'abord, il y a l'échauffement. C'est un tournoi à élimination directe. Les combats se déroulent comme de véritables matchs de boxe, sous la supervision d'un arbitre. Tous les coups sont permis. Le premier robot qui va 3 fois au tapis est éliminé. Les robots qui gagnent sont les plus agiles et les mieux télécommandés. Monsieur Yamato observe ces affrontements avec beaucoup d'attention. Patron de V-Stone, une société de robots d'Osaka, c'est lui qui organise cette compétition et ce n'est pas un hasard. Ici, ils ne ménagent pas les robots, donc on peut savoir s'ils fonctionnent vraiment bien. Parmi les gens qui sont là, il y a ceux qui sont forts en logiciel, ceux qui sont forts en fabrication et ceux qui ont des idées. En offrant cet espace aux utilisateurs, on peut recueillir leurs idées et s'en inspirer pour fabriquer des robots. C'est ainsi que sa compagnie a pu mettre au point le robot footballeur, un robot totalement autonome comme un vrai joueur. Équipé de 2 caméras, il peut voir la balle et courir après. Il sait tirer des 2 pieds et même plonger. Ce petit bijou de technologie a permis à l'équipe d'Osaka de remporter la Coupe du monde de football des robots 4 années consécutives. Une consécration pour la technologie japonaise. Si le Japon gagne, c'est parce que ces universités ont été les premières à créer des robots mobiles capables de se mouvoir comme des humains. Et c'est ici, à l'université Waseda de Tokyo, que sont nés les premiers humanoïdes. Alors, on vient du monde entier voir ce qui se trame dans ces laboratoires. Aujourd'hui, l'université reçoit une délégation française. On va leur présenter 21, l'assistant idéal pour les personnes à mobilité réduite. Ce robot à roulettes s'est préparé et vous amener un plateau repas comme celui du petit déjeuner. Twenty-One a des gestes d'une très grande précision.
Ses doigts sont dotés d'une extrême sensibilité. Il peut saisir une paille sans même l'écraser. La main est assez extraordinaire parce que ce qu'on a vu avec la paille était vraiment bluffant et ils sont capables effectivement de contrôler des efforts très très faibles et en toute sécurité. Donc là l'idée c'est d'avoir un robot sûr pour travailler au contact des personnes. Ça nous pensons que c'est vraiment pertinent et nous avons un projet similaire qui démarre en France. Donc on est intéressé pour savoir un petit peu et avoir leur retour d'expérience là-dessus. Une version commerciale de 21 devrait sortir dans 6 ans au prix de 80 000 €. Aujourd'hui, on est à un stade où le résultat de nos recherches va servir de manière utile à la société. Pour nous, en tant que roboticiens, c'est très important. Prochaine étape, ces robots vont se mettre à marcher et devenir autonomes. Celui-ci impressionne la délégation. Il est le premier réellement capable de reproduire la marche humaine. Regardez, c'est ça la vraie marche. Grâce à ses hanches mobiles, il obtient une liberté de mouvement jamais égalée. 41, j'ai pas entendu. How many degrees of freedom did you say? 41, c'est ça. La marche jambes tendues, c'est très rare. J'ai jamais vu. Le Japon collectionne les premières mondiales. Ce jeune créateur a lui aussi contribué à perfectionner la marche des robots, mais à sa façon. Son invention est dans cette mallette. Voici le premier robot femme. La plupart des créateurs de robots sont des hommes. Et ils ne connaissent pas bien la démarche et les proportions du corps féminin. Pour les hommes, un robot femme, c'est juste porter une jupe ou avoir les cheveux longs. Moi, je voulais exprimer la féminité autrement. Pour obtenir un tel déhanchement, il a fallu travailler dur. C'est la façon de marcher des mannequins. J'ai observé comment elles bougent. Je leur ai demandé des explications. Tout ça, c'est le résultat de mon observation quotidienne des femmes. Les chercheurs de Honda ont réussi une autre première. Voici Asimo, un véritable athlète. Le seul humanoïde au monde capable de courir. Si le pays du soleil levant fait la course en tête, c'est parce qu'il voit loin. Dans un pays sans ressources naturelles, maintenir l'avance technologique est un impératif. Au gouvernement, on définit ainsi des choix stratégiques à l'horizon 2025. À cause de notre énorme dette au Japon, nous avons coupé dans tous les budgets de dépenses publiques, mais jamais dans ceux de la science et de la technologie. Là, au contraire, l'investissement a augmenté au cours des 13 dernières années. Car c'est un investissement pour le futur. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses au Japon. Et pour arriver à ça, nous avons mis en place différentes politiques. Mais la clé de voûte, c'est l'innovation. L'innovation à tout prix, cela donne des résultats parfois étonnants. À l'université d'Osaka, ce laboratoire de robotique travaille sur un programme révolutionnaire qui risque demain de bouleverser nos existences. Le résultat des recherches est derrière ce rideau. D'abord, je me présente. Je m'appelle Hervé Q2. Je viens de l'université d'Osaka. Un robot à figure humaine, la ressemblance est troublante. J'ai la peau douce, des mouvements et des expressions naturelles. Grâce à de nombreux capteurs, j'ai beaucoup de sensibilité. Animée par un programme informatique, la belle androïde se verrait bien un jour remplacer l'homme.
Demain, je veux travailler pour aider les personnes âgées, garder les enfants dans les crèches, enseigner, présenter les infos télé, servir d'hôtesse d'accueil. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, il vaut mieux être comme moi que comme un robot métallique. Pour les étudiants de ce laboratoire, la robotique atteint désormais une nouvelle dimension. En faisant la recherche sur ce robot, on étudie ce qu'est l'humain. J'ai toujours été intéressé par la découverte de l'homme, la façon dont il perçoit physiquement et psychologiquement son environnement, ce qu'il ressent. On recherche ça à travers le robot Android. C'est une approche très intéressante. Je crois vraiment que les robots qui ressemblent aux humains sont plus rassurants que les robots métalliques classiques. Mais qu'est-ce que vous faites? Le créateur de cet androïde sensible au toucher, c'est lui, le professeur Ishiguro. Il tâtonne depuis des années pour savoir quelle apparence et quel comportement doit avoir le robot du futur. On ne sait pas encore si l'apparence humaine est une absolue nécessité chez les robots. Faut-il vraiment une tête humaine? Un regard suffit-il? Qu'est-ce qui est le plus important pour les hommes? Voilà pourquoi on fait de la recherche en fabriquant ces robots. Il nous manque encore des connaissances sur le cerveau ou sur la façon dont les hommes perçoivent les choses. On n'a pas encore un plan de l'être humain. Donc pour arriver à fabriquer un robot parfait, il faut collaborer entre chercheurs en robotique, en neurophysiologie et avec les spécialistes de la perception. Quelle place vont occuper les robots dans notre quotidien? Quel aspect doivent-ils avoir pour qu'on les accepte? Pour le savoir, le professeur Ishiguro n'a pas hésité à mener une expérience à la limite de la schizophrénie. Il a créé son propre clone, qu'il pilote à distance via Internet. Cela lui permet de donner des interviews quand il n'est pas dans son laboratoire, mais aussi de mesurer l'effet produit sur les interlocuteurs. Un effet saisissant. On l'a testé pour vous. Bonjour, docteur Ishiguro. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas mal, et vous? Pas mal. Vous allez voir, vous allez vous habituer à ce système de communication. Vous allez vous y faire. Le professeur Ishiguro appelle ce robot sa réplique. À travers lui, il a inventé le don d'ubiquité. Je peux exister à travers lui. Vraiment? Je pense, oui. Vous savez, on ressent beaucoup d'émotions et de phénomènes étranges. Par exemple, si vous lui faites ça, l'opérateur ressent quelque chose. Et le robot lui-même pourra-t-il un jour ressentir des émotions? Si on développe le programme, je crois que oui. Les androïdes du professeur Ishiguro sont promis à un bel avenir. À l'université de dentisterie de Tokyo, un robot à visage humain est déjà en service. Aujourd'hui, on va creuser votre dent. D'accord. On y va. Depuis quelques mois, les jeunes praticiens se font la main sur ce drôle de patient. Ça va? Oui, ça va. Bon, je continue alors. NDU2 est un robot qui simule tout ce que subit le patient. Ses dents sont bourrées de capteurs. Chaque fois qu'il ressent une douleur, une lumière rouge s'affiche sur l'écran. J'observe la dentiste et quand elle se trompe ou commet des erreurs, j'essaye de contrôler la situation en commandant les réactions au robot. Quand la dent est creusée ou trop usée, on peut la changer. L'un des grands avantages de ce système, c'est qu'ici, le patient a toujours le sourire.
Si le dentiste bouge un peu, il peut blesser le patient avec l'instrument. Il peut couper un peu la gencive ou la joue. Ce genre d'accident arrive surtout chez les jeunes diplômés. Alors pour éviter ce genre d'accident, notre université a proposé ce programme avec le robot. Désormais, les risques d'accident diminuent et les patients des jeunes praticiens sont rassurés. Les Japonais sont persuadés qu'ils vont vivre avec les robots dans un futur proche. Dans les magasins spécialisés, on trouve déjà toutes sortes de bipèdes humanoïdes. Comme l'explique le patron, ils sont vendus en kit. On peut les monter soi-même, tout est dans la boîte, il suffit de visser. Il y a même un rayon de pièces détachées pour les personnaliser. Au Japon, on se familiarise très tôt avec les humanoïdes et leur arrivée dans la vie quotidienne ne fait pas peur. Je crois que la question de la religion est importante. Chez les chrétiens, l'être humain, ou toute chose qui a une forme humaine, doit être créé par Dieu. Donc, peut-être, ça les gêne que les robots aient une forme humaine. Les chrétiens considèrent les robots comme quelque chose d'inférieur. Mais les Japonais, eux, ils les considèrent comme leur égal. C'est sans doute une question de culture et de religion. Dans ce pays shintoïste, on considère que certains objets ont une âme. Alors, pourquoi pas les robots? Autrefois, on avait des chats ou des chiens. Aujourd'hui, on a des dinosaures. En attendant de réinventer l'homme, les Japonais ont déjà fabriqué l'animal préhistorique. On en est encore à l'aube de la création.